Nous allons commencer. Bonsoir à toutes et tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire avec pour sujet ce soir « Et si devenir responsable RSE ne suffisait pas ?» Je m'excuse encore une fois pour l'écho, je n'ai pas encore trouvé de solution. Si c'est vraiment désagréable, n'hésitez pas à nous dire dans le chat et on changera d'animateur. Mais si je fais bien mon travail, normalement, je ne parlerai pas beaucoup. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ce webinaire qui sera en format table ronde avec 4 de nos spécialistes que je me permettrai de vous présenter tout à l'heure. Avant de les présenter, je tiens à vous rappeler que ce webinaire est organisé par Ecologica, l'école supérieure de la transition résiliente, désirable et solidaire. Je pourrais vous présenter notre école en fin de webinaire si la demande est faite par certains ou certaines d'entre vous, mais en tout cas, on y reviendra régulièrement. Enfin, je tiens à vous préciser avant de commencer de bien rester jusqu'à la fin pour pouvoir échanger avec vous sur cette table ronde, mais aussi parce que nous aurons quelque chose d'assez exclusif à vous proposer. En effet, nous vous donnerons la possibilité en tout cas de réserver des créneaux pour des entretiens personnalisés, pour pouvoir parler éventuellement de formation engagée, de votre parcours éventuellement. Donc, ça sera une exclusivité plutôt en fin de webinaire. Je ne m'étends pas plus pour que vous puissiez en découvrir un peu plus tout à l'heure. Maintenant, je vous propose de commencer cette table ronde autour de la question « Si devenir responsable RSE n'était pas suffisant ?» Pour cela, je suis entourée de Franck, Isabelle, Antoine et Bérangère, que je vais laisser se présenter. Ils auront des bien meilleurs mots pour se présenter eux-mêmes. Donc, je vous propose de vous présenter, je dirais, en 2-3 phrases assez rapidement pour que nos participants puissent comprendre votre parcours et surtout votre rapport avec la question de la RSE. Je donne la parole à Bérangère. Bonjour tout le monde, ravie de partager ce moment avec vous. Je suis Bérangère Battiot et moi je développe une coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle COP Circuit, dont l'activité principale est de mettre à disposition une plateforme qui est un commun numérique pour organiser les ventes en circuit court. Alors on en reparlera un petit peu plus tard. COP Circuit est une entreprise engagée et notamment cofondatrice des Licornes, qui est une alliance de coopératives engagées dans la transition. On a décidé de s'allier pour donner à voir nos modèles économiques radicalement différents et peser dans le débat public économique. Merci. Je donne la parole à Antoine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Antoine Clerc, avocat au barreau de Lyon dans un cabinet qui s'appelle Helios Avocat, où j'exerce mon droit de l'environnement. Et c'est par ce biais-là, par le biais de mes activités d'enseignement et par le biais de mon activité associative chez Notre Affaire à tous, que j'ai l'occasion de m'intéresser, de pratiquer et de réfléchir à la question de la RSE et plus encore à la question de la compliance, qui est la traduction juridique la plus récente de la RSE, sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir ensuite. Merci. Je donne la parole à Isabelle. Merci Lucille. Alors du coup, moi Isabelle, à la base, j'ai un profil d'ingénieur dans la technique. Et ce qui m'a amené aussi à remettre en question justement notre approche de la technique par un premier projet qui s'appelle La Clavette, où j'ai regardé les notions d'ingénierie positive, on pourra en parler plus si besoin, qui m'a amené à discuter avec les entreprises de justement à quel point elles pouvaient faire de l'ingénierie plus positive. Et maintenant, je suis beaucoup sur des sujets de formation, donc à l'Institut Transition, où là, on accompagne des personnes à se reconvertir pour travailler dans la transition écologique et solidaire. Et au sein de l'INSA Lyon, où justement, on parle de plus en plus de ce sujet de c'est quoi être un ingénieur responsable. Donc, ça sera des notions aussi que je pourrais évoquer tout le long de nos échanges. Merci Isabelle. Et Franck ? Et oui, du coup, merci Lucille. Franck Janin, donc co-directeur, cofondateur d'Ecologica, donc l'école supérieure de la transition résiliente, désirable et solidaire. Comme Isabelle, du coup, j'ai un profil d'ingénieur à la base, ingénieur mécanicien. Et du coup, après une carrière de 9 ans dans l'industrie, j'ai fait un master spécialisé en RSE, notamment. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler en RSE pendant un peu plus d'une année.
Et donc du coup, j'ai eu, par mon engagement aussi associatif, l'opportunité d'œuvrer finalement à ce projet Ecologica, et du coup de dépasser en tout cas un peu la RSE, donc d'aller un peu plus loin. Et donc ce sera l'occasion ce soir de partager un peu mon expérience et mon point de vue sur ce sujet. Voilà. Merci. Alors, je vais commencer par les questions. N'hésitez pas, chers intervenants, à rebondir, échanger et pourquoi pas aller plus loin que simplement mes questions. Je vais commencer par une question très simple. Finalement, la RSE, c'est quoi? Et pourquoi, lorsque l'on cherche un métier autour de la transition écologique, on tombe irrémédiablement sur la question de la RSE? Alors peut-être que pour briser la glace, je peux donner la main à Antoine, par exemple. Oui, merci Lucille. Alors la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est la prise en compte à divers degrés, de façon plus ou moins volontaire, des impacts environnementaux, sociaux, sociétaux, de l'activité d'une entreprise par cette dernière, chose qui n'est pas évidente puisque on est dans un modèle économique qui n'impose à l'entreprise que de raisonner en termes financiers. Et quand on regarde notre comptabilité, les normes comptables qui ne sont absolument pas neutres, qui reflètent une certaine vision, une certaine appréhension de la réalité de la société, effectivement, elles tendent à occulter toutes ces potentielles externalités négatives de l'entreprise, donc tous les effets plus ou moins directs qu'elle pourrait avoir sur les communautés, sur l'environnement et autres. Et donc la RSE, c'est cette tentative de combler un petit peu cet écart entre la recherche de profit et la conciliation avec d'autres intérêts. Ça se fait de façon uniquement volontariste pendant plusieurs décennies, et de plus en plus, et j'en viens à ce à quoi je faisais allusion dans ma présentation, de plus en plus, en fait, on va imposer aux entreprises, du moins à certaines entreprises, les plus grosses, qui ont la capacité de satisfaire ce type d'obligation, on va leur imposer cette fois-ci de prendre en compte de manière effective, de manière cadrée, avec des méthodologies de plus en plus précises et harmonisées, tous ces impacts afin qu'elles modifient, c'est vers ce vers quoi on s'achemine, et c'est des évolutions extrêmement intéressantes, afin qu'elles modifient leur modèle d'affaires. Donc on est passé d'engagements qui la plupart du temps étaient essentiellement cosmétiques, avec toujours ce risque de greenwashing ou de fairwashing selon la nature et l'objet des engagements. On était sur des instruments très souples, des chartes d'engagement, des déclarations, etc. Et de plus en plus, on s'achemine vers des dispositifs très contraignants qui imposent à ces entreprises d'être transparentes sur leurs activités, les risques qu'elles génèrent. Et ça permet, je trouve, on pourra en discuter, de donner une portée beaucoup plus effective et transformatrice à la RSE. Est-ce que quelqu'un veut rebondir? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette définition? Éventuellement, je peux rebondir rapidement. Oui, évidemment, je suis bien d'accord avec la définition d'Antoine. Moi, pour le coup, mon expérience en RSE, c'était au sein d'une entreprise qui avait fait le choix de devenir entreprise à mission. Donc, c'est une possibilité dont les entreprises en France peuvent se doter depuis la loi Pacte de 2019, parce qu'effectivement, comme le précisait Antoine, de plus en plus, on a des réglementations qui se mettent en place pour augmenter en fait un peu le niveau d'exigence, ou en tout cas d'ambition autour de la RSE, qui jusqu'alors était quand même plus sur de l'ordre de aller au-delà du réglementaire en termes de réglementation environnementale, sociale, et du coup dépasser ce niveau zéro qui n'est pas de la RSE, mais juste respecter la loi et ne pas polluer, etc. En tout cas, au sens de respecter ce qui est édicté pour chaque activité comme élément pouvant porter atteinte finalement autant à l'environnement que aux personnes. Et du coup, il y avait vraiment cette idée que pourquoi on en vient à la RSE aujourd'hui, le changement climatique principalement en tête, même s'il y a évidemment bien d'autres enjeux qui sont regroupés finalement dans la question de la transition écologique, finalement met en évidence
que la RSE doit être de plus en plus prise en considération, et notamment au niveau européen avec la taxonomie verte, qui principalement est orientée sur les sujets climatiques, et puis pas mal d'études aussi qui ont montré que c'était ce qui était le plus demandé finalement par les parties prenantes des entreprises, à ce que les entreprises s'engagent finalement pour l'atténuation des problématiques autour du changement climatique. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est assez finalement populaire, en tout cas quelque chose d'assez médiatisé, cette problématique voilà, du réchauffement climatique au sens global de la température sur Terre, et que du coup, pour s'engager, on peut passer par la RSE pour essayer de faire changer finalement les comportements des entreprises. Voilà ce que je peux rajouter très rapidement. Après, il y a d'autres enjeux évidemment derrière, mais peut-être que Bérangère aussi veut rajouter quelque chose sur ce sujet. Oui, avec plaisir. Oui, alors, dans la définition que vient de donner Antoine, on comprend qu'une démarche RSE, elle s'inscrit dans un cadre assez classique de croissance du PIB, n'est-ce pas? Or, si on prend en compte les données fournies par la science actuellement, on est quand même dans une situation où toutes les limites planétaires sont en train d'être franchies, et on est dans une situation où l'humanité se retrouve face à la question de sa survie. Hein, là, c'est pas moi qui le dis, hein, il y a pas mal de littérature quand même sur le sujet. Dès 1972, on avait quand même un rapport, donc le fameux rapport Meadows, qui disait que la croissance exponentielle n'était pas une option, en fait. La croissance exponentielle n'est pas possible. Voilà. Ce rapport a été mis à jour plusieurs fois. Vous pouvez aller vous y reporter, quels que soient les indicateurs qu'on prend. Ça n'est pas une trajectoire possible pour les activités humaines. Donc, à partir de là, la RSE, non seulement elle est utile pour des entreprises qui s'engagent dans des démarches de transition, et on voit bien, merci de le rappeler, que le cadre est de plus en plus quand même contraignant et intéressant avec les reportings extra-financiers, etc. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était encore supprimer les gobelets en plastique dans les machines à café. Bon, voilà, là on voit bien qu'on est sur de la cosmétique, mais je prends un peu une caricature, hein, j'en conviens. Mais selon nous, les transformations de l'économie doivent quand même être beaucoup plus structurelles. Et c'est assez vertigineux parce que finalement, dans l'état de la réalité de la survie et de l'habitabilité dans des conditions raisonnables sur Terre, nous amène à devoir faire œuvre d'imagination et d'audace, et de réinventer les modèles, enfin les rapports économiques et sociaux entre les membres de l'espèce humaine. Et donc, pour nous, à COP Circuit et plus largement chez les licornes, il faut aller bien au-delà de démarches RSE, même si elles sont utiles, de nouveau. Compléter ce que tu dis, Bérangère, pour moi, une question qui permet un peu de déjà différencier des RSE, parce que je pense que on parle souvent de la RSE, mais finalement, il y a des RSE avec des ambitions un peu différentes. Une première question qu'on peut se poser, c'est par exemple à quel point ça va toucher le cœur d'activité de l'organisation, de l'entreprise, etc. Un peu comme disait Franck, une des premières RSE un peu de bas niveau, c'est déjà respecter la loi, mais qui finalement n'est presque pas une volonté, qui est juste respecter la loi du territoire où on est, d'une certaine manière. Puis après, à un niveau un peu au-dessus, on pourrait se dire, ça serait en gros limiter ces impacts négatifs, ou aller sur on va dire, des améliorations périphériques. Le gobelet de la machine à café que tu évoquais est un très bon exemple. La corbeille en papier, moi, j'utilise souvent celui-là. Et après, se pose la question de à quel moment est-ce que la RSE permet vraiment de changer l'offre commerciale, permet de changer le cœur de métier. Pour faire simple, à quel moment, si on est une entreprise qui fait des camions, on va vraiment réfléchir à changer, changer notre modèle économique, à changer comment on conçoit ces camions, à dire est-ce qu'on limite cette consommation, par exemple, et pas juste dire à côté, on va faire en sorte que nos employés viennent à vélo, par exemple, et on continue à faire nos camions exactement de la même façon. Donc il y a un peu déjà ce premier truc de se dire à quel point est-ce que la RSE vient toucher le cœur de métier,
Malheureusement, sur le terrain, c'est quand même assez récent, la RSE, c'est plutôt depuis les années 2000, si on veut. Sur le terrain, un des gros problèmes de la RSE, c'est un manque de RSE ambitieuse, d'une certaine manière. Il y a un manque de RSE qui vient toucher le cœur de métier de l'organisation. Merci. Effectivement, Isabelle, tu touches du bout du doigt ma prochaine question qui est concrètement aujourd'hui la RSE, c'est une obligation, mais qui n'est pas forcément détaillée. Il y a des structures qui jouent le jeu, qui vont un peu plus loin, d'autres beaucoup moins. Finalement, concrètement, la RSE, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est faire de la RSE dans une entreprise? De quoi on est obligé, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Et finalement, quelles sont les limites? Et à terme, est-ce que finalement, la RSE, telle qu'on nous l'a vendue dans les années 2000, ne va-t-elle pas disparaître parce que pas suffisamment exigeante au vu des enjeux environnementaux? Allez, je donne la parole à Franck. Eh bien, c'est une bonne question. Là, c'est vrai que ça rebondit forcément avec l'intitulé de ce webinaire. Est-ce que être responsable est-ce que être responsable RSE est-il encore suffisant? J'en perds mon pensée. Et la question est absolument légitime parce que, comme on disait, les exemples, voilà, de ne plus avoir de gobelet dans son entreprise, d'avoir une corbeille à papier, finalement, ça ne touche pas le cœur, finalement, de la chaîne de valeur absolue des entreprises. Et du coup, c'est de se dire comment est-ce qu'on dépasse ça. Et du coup, les réglementations, certes, augmentent petit à petit, on le disait tout à l'heure, au niveau européen, français, en tout cas, invitent à prendre en considération ça, mais du coup, ça reste des modèles d'entreprise qui, comme on dit depuis le début, sont quand même sur une vocation de rentabilité en première, sont à vocation de profit, de développement durable, qui finalement est l'application, enfin la RSE qui est l'application du développement durable en entreprise, donc concept de développement qui inscrit quand même un concept de croissance. Et comme le disait tout à l'heure Bérangère, les constats scientifiques sont sans appel sur le fait que de toute manière, on a un nombre de ressources limité. Donc, la notion de croissance, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui pensée sur une économie qui est corrélée à une extraction de ressources physiques sur notre planète, ne peut pas continuer telle qu'elle. Qu'on le veuille ou non, ça s'arrêtera. Et donc, du coup, la RSE, ça peut rester conceptuellement quelque chose d'intéressant, mais aujourd'hui, tel que c'est positionné, ce n'est pas suffisant du tout vis-à-vis des enjeux, et donc du coup, on a clairement des limites. Voilà, il y a vraiment pour moi cette dimension-là. Je t'en prie, désolé, excuse-moi, Lucille. Oui, c'était pour rebondir exactement sur cette notion de développement durable qui c'est vrai qu'alors nous, dans nos écosystèmes, on se distancie pas mal de cette notion de développement durable, mais potentiellement dans cette salle, vous êtes plusieurs à vous dire, mais pourtant le développement durable, c'est bien, théoriquement. Et une clé de lecture que vous pouvez avoir qui moi, m'a permis en tout cas de vraiment comprendre pas mal de choses, c'est la différence entre le développement durable faible et le développement durable fort. Je vais commencer par le développement durable fort, qui est un peu ce qu'on entendrait par le bon sens, dans le sens de durabilité qui permet de durer dans le temps. De se dire, voilà, c'est de faire un développement durable qui nous permet de faire en sorte qui serait soutenable d'une certaine manière. Ce qui est un peu la première idée qui vient quand on utilise les mots développement durable. Ce qu'il est important de comprendre, On n'entend plus. Je crois, Isabelle, qu'on ne t'entend plus. Absolument, Isabelle. Ah, c'est bon, on te entend de nouveau. Nickel. Je disais, donc voilà, le développement durable fort, c'est ce qu'on entend par défaut. Ah non, vous m'entendez plus? C'est revenu, mais pendant quelques secondes. Ouais, c'est la journée des difficultés techniques. Et donc, oui, sur le développement durable fort, de bon sens, c'est un peu ce à quoi on aspire un peu tous. Sauf que dans les faits, quand vous faites du développement durable, de la RSE dans les entreprises, c'est très souvent par le prisme de ce qu'on entend par développement durable faible.
Et le développement durable faible, il faut reprendre un petit peu ce schéma qu'on voit très souvent entre écologie, sociale et économique. C'est un peu ces 3 sphères. Et ça sous-tend que, en fait, ce sont des sphères qui sont interchangeables, pour le faire un peu plus simple. C'est-à-dire que pour donner un exemple très simple, c'est le fait de dire si on a un impact négatif sur l'écologie, eh ben, il suffit de mettre de l'argent pour réparer et on obtient un développement durable faible. Typiquement, ça explique la compensation carbone. La compensation carbone, c'est de dire on peut polluer tant que derrière, on met de l'argent dessus, quoi, d'une certaine manière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, comment on apprend à faire de la RSE, c'est pour moi la plus grosse limite à l'heure actuelle, c'est on apprend à faire de la RSE par ce prisme qui est d'une certaine, qui moi me paraît aberrant, de fait de se dire que en fait l'écologie, l'économie et le social sont des sphères qui communiquent les unes aux autres. Ça part d'un postulat qui est quand même assez étonnant quand on n'est pas économiste, d'une certaine manière. C'est la logique des économistes, des fois, qui paraît un peu étrange. Et donc voilà, en tout cas, si vraiment vous voulez un peu approfondir, je vous invite à regarder la différence entre cette notion de développement durable fort, développement durable faible, et ça explique beaucoup de comment sont pensées à l'heure actuelle des mesures de RSE, des mesures de développement durable, des lois qui peuvent nous paraître des fois assez étranges. Merci. Donc, du coup, peut-être, Bérangère, je vais te donner la parole en ajoutant peut-être une nuance à ma question, qui est finalement, si la RSE aujourd'hui n'est pas suffisamment exigeante ou ne répond peut-être pas aux attentes des enjeux d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a aujourd'hui des alternatives et finalement de quoi avons-nous besoin? Oui, bien, absolument. D'ailleurs, je vous ai présenté les licornes en me présentant au début de ce webinaire. Et nous, on appartient à une catégorie d'entreprises qui s'est créée précisément, dont l'impulsion de la création repose sur la transformation de l'économie et le respect du vivant et de la justice sociale. Donc on est même au-delà d'un cadre RSE puisque c'est des entreprises qui sont originellement engagées. Donc déjà, je peux vous inviter à observer ces coopératives pour voir comment elles fonctionnent. Et selon nous, en fait, la clé de voûte là de tout ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on croit que la coopération est plus puissante que la compétition pour organiser les rapports économiques et sociaux. Et que, moi, je peux vous détailler très brièvement l'exemple de CopCircuit, qui est évidemment l'entreprise que je connais la mieux, qui repose sur l'économie des communs, à laquelle je vous invite à vous intéresser. C'est un système qui propose un dépassement du capitalisme fondé sur l'accaparement des ressources, des richesses et des pouvoirs. Donc voilà, l'économie des communs. Donc CopCircuit se vit comme un commun. Donc nous sommes d'abord une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que les différentes parties prenantes de l'activité économique qui est opérée dans notre entreprise sont copropriétaires de l'entreprise, sont les sociétaires, ils sont associés au capital. Et nous adoptons, comme toutes les coopératives, un principe de vote et de représentation de une personne, une voix. Donc ça permet très clairement un partage des pouvoirs beaucoup plus équitable que dans une société de capitaux où plus on a de capitaux et plus on a de pouvoir dans l'entreprise. Et puis évidemment cette gouvernance partagée entre les différents sociétaires, elle est adossée sur la transparence des données qui relèvent de la création de l'entreprise, enfin qui relèvent de l'activité de l'entreprise, qui sont partagées de façon transparente, et l'entreprise a une lucrativité limitée, ça c'est le cadre de la coopérative d'intérêt collectif de nouveau, où nous avons une obligation de reverser minimum 57,5% des bénéfices dans l'activité et de ne pas les distribuer en profit.
Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est qu'il peut y avoir un cadre, une structure qui peut permettre de construire des alternatives plus éthiques et respectueuses du vivant. Quand je parle du vivant, c'est humain compris. Voilà, donc les travailleurs, prestataires, fournisseurs. Voilà, donc il y a un cadre qui peut être le cadre coopératif et donc en particulier celui des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui quand même donne une certaine sécurité sur ce que peut faire l'entreprise, mais le cadre ne fait pas tout. En tout cas, l'entreprise ne peut pas dérailler aussi facilement ou perdre le cap de l'intérêt partagé des associés, puisque nous sommes tous copropriétaires de la coopérative. En l'occurrence, on est une marketplace pour organiser les ventes en circuit court. Donc, au capital, il y a des organisateurs de circuits courts, donc des paysans qui font de la vente directe, des épiceries qui s'approvisionnent en direct à des producteurs et qui utilisent la plateforme pour organiser leurs ventes. Il y a les travailleurs, il y a les partenaires du projet. Donc, voilà, on se retrouve autour de cet intérêt. Et puis, pardon. Ah, j'ai cru que quelqu'un voulait intervenir. Et pardon, j'ai encore un autre point, c'est que nous, dans la logique du commun, on fournit l'outil de gestion des ventes en circuit court. On fournit cet outil sur la base d'un logiciel qui est un logiciel libre, qui est lui-même donc un commun numérique, qui est une infrastructure inappropriable. Elle appartient à toutes celles et ceux qui l'utilisent. Voilà, c'est une ressource partagée. C'est pour ça que, de nouveau, je vous invite à vous intéresser à l'économie des communs, dans ce à quoi pourrait ressembler l'économie de demain qui prend en compte les limites planétaires. Ça a des conséquences très concrètes et puissantes. C'est pour ça que je disais que, selon nous, la coopération est plus puissante que la compétition. Donc, sur notre plateforme, il n'y a pas de bug, en fait, parce qu'il y a des centaines de personnes qui surveillent le logiciel de façon à ce qu'il marche bien, voilà, sur tous les fuseaux horaires. Il y a une économie d'échelle, évidemment, plutôt que de développer son propre logiciel dans son coin, on partage une ressource en la développant à plusieurs, en la mutualisant, et donc cette ressource, elle est puissante. Il y a une multitude de fonctionnalités qui sont mises à disposition. Donc voilà, ça c'est pour vous illustrer à quel point la coopération peut être une modalité qui rend des projets puissants et qui sort de la logique d'interaction économique sur un marché concurrentiel. Pardon, j'ai déjà été trop longue, j'aurais pu dire encore beaucoup, mais j'espère que vous m'avez suivi. Merci, c'était une belle présentation d'alternatives, effectivement. Peut-être que nos participants, en tout cas autour de la table, d'autres personnes ont des alternatives à proposer ou pouvoir expliciter les besoins et pourquoi il faut aller plus loin que la RSE. Je vais me permettre d'intervenir. Je remercie Bérangère parce que je trouve son témoignage extrêmement précieux, parce que ce genre d'initiatives et d'entreprises qui maintenant sont vraiment lancées et institutionnalisées, en fait, incarnent une véritable alternative qui repose sur des fondements idéologiques. On a parlé de l'économie des communs, mais maintenant on a également des formes juridiques pour ce type de société. Bérangère a évoqué à l'instant les SCIC, donc des formes de sociétés coopératives. Donc on a des instruments très très concrets dont on peut se saisir quand on veut placer la RSE ou autre chose, parce que évidemment c'est un terme ou une notion qui est extrêmement connotée, mais en tout cas revoir à la matrice même le modèle de l'entreprise. À défaut d'arriver jusque-là, d'avoir la chance de pouvoir participer à une aventure comme celle-ci, l'alternative, je vais revenir un petit peu au sens de mon propos de tout à l'heure, on a une alternative un peu intermédiaire qui se dessine avec des instruments, des dispositifs qui permettent, quand on est dans une entreprise plus classique, tout de même de promouvoir en interne un changement de modèle plus progressif. On est plus sur une réforme qu'une révolution. Et généralement, je crois que ça va faire écho, Lucille, à tes questions précédentes. C'est un peu comme ça, généralement, qu'on arrive dans la RSE. On avait un parcours assez classique d'ingénieur, de commerce ou de droit, quelques convictions, et à défaut de bifurquer de façon très radicale, on se disait que peut-être on pouvait réformer le système de l'intérieur. Et donc, la solution la plus évidente, c'était d'atterrir dans un département RSE.
historiquement, bon, ces départements, c'était déjà pas mal quand il y avait un département, parce que généralement, il y avait un chargé de RSE. Bon, très clairement, c'était la caution écologique et voilà et éthique de l'entreprise. Du moins, c'est un peu le risque. C'était le risque historiquement. Aujourd'hui, on a vraiment des véritables départements dotés de moyens qui se développent et, comme je le disais un peu plus tôt, tout un arsenal, tout un panel d'instruments plus ou moins volontaires pour déjà se distancier un petit peu de la RSE voilà, telle qu'on l'a connue historiquement, purement volontaire, voilà, purement cosmétique, en essayant de mettre en place des choses un peu plus concrètes, voilà, avec une dimension juridique qui peut, dans certains cas, quand c'est bien fait, constituer une garantie d'effectivité et d'efficacité pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Je crois que c'est Franck qui un peu plus tôt évoquait la loi Pacte de 2019 et ce statut d'entreprise à mission, bon, qui est déjà une étape intermédiaire pour faire évoluer le modèle de l'entreprise. Là encore, tout dépend de la volonté qu'on met derrière et de la rigueur avec laquelle on met en place cette réforme au sein de l'entreprise, parce que on voit en pratique que dans certains cas, ça reste un petit peu superficiel. En tout cas, c'est déjà une piste, voilà, pour essayer de faire bouger les choses en interne. Et puis, il y a toutes ces évolutions plus récentes, ce que j'appelle la compliance, ce que Bérangère évoquait notamment en termes de reporting extra-financier, c'est-à-dire toutes ces obligations. Et c'est là, en fait, où la façon de faire de la RSE évolue et devient déjà, enfin, on se dirige déjà vers une alternative où le responsable RSE, voilà, n'est plus n'a plus seulement à prendre acte des engagements purement volontaires de l'entreprise, mais doit s'assurer que l'entreprise respecte un certain nombre d'obligations légales. Alors évidemment, on parle des plus grosses entreprises. Et là, je pense que le métier s'est considérablement enrichi, puisque au travers du respect de ces obligations légales, on peut aussi, c'est de fait un levier en interne quand on est chargé de cette mission-là, et en externe quand on fait partie de la société civile, pour faire évoluer un petit peu les choses, puisque quand on oblige les entreprises, voilà, à identifier les risques en matière environnementale, en matière de droits humains, dans l'ensemble de sa chaîne de valeur, forcément, quand on en identifie, ensuite, on doit les prévenir, les atténuer, etc. Et ça peut être, voilà, le début d'un changement de pratique en interne. Donc, d'ores et déjà, je trouve que les perspectives pour de futurs étudiants, étudiantes ou des apprenants en reconversion, les perspectives sont un peu plus stimulantes et enthousiasmantes, puisque aujourd'hui, on a les moyens de faire de la RSE ou de la compliance, ou qu'importe comment on l'appelle, de façon beaucoup plus efficace. Et voilà, de se départir de cette démarche où la RSE était, le chargé ou le responsable de la RSE était une sorte de chambre d'enregistrement, voilà, des déclarations d'intention des dirigeants. Aujourd'hui, je pense on peut s'appuyer sur toutes ces évolutions récentes pour essayer, voilà, peut-être pas d'inverser le rapport de force en interne, mais en tout cas, de faire bouger les choses de façon plus efficace. Merci Antoine. Alors, on est un petit peu au-delà du timing qu'on s'était prévu, donc je me permets d'arrêter là. C'est la fin de la première partie de ce webinaire. Dans une deuxième partie, nous allons répondre aux questions des participants. Alors, je vois que dans le chat, il y a eu déjà quelques questions qui ont été posées, donc on reviendra dessus sans problème. Mais avant, je vais laisser la parole à Franck qui va vous parler de ce dont je vous ai parlé au tout début du webinaire, cette proposition qu'on vous fait aujourd'hui de vous inscrire à des entretiens particuliers pour pouvoir parler effectivement de votre parcours d'engagement. Donc, je te laisse la parole, Franck, avant que nous puissions répondre à vos questions. Merci Lucille. Oui, du coup, effectivement, on vous propose à l'occasion de ce webinaire, si le sujet vous a intéressé, c'est que vous posez peut-être des questions sur votre engagement professionnel, sur votre parcours de formation potentiel en lien avec, un impact au service de la transition écologique et sociale. Du coup, on vous propose, en tout cas pour ce qui concerne Ecologica, de prendre un rendez-vous pour parler de votre envie de vous engager et du coup de pouvoir faire bénéficier de notre expérience, de l'expérience aussi du réseau qui a créé Ecologica, un réseau d'entreprises qui sont engagées, plutôt du réseau
de l'économie sociale et solidaire, aussi des personnes qui travaillent en collectivité territoriale et dans les associations. Du coup, je vous mets un lien ici dans le chat. Je vais l'envoyer maintenant. Et vous pouvez cliquer du coup pour prendre rendez-vous. Donc, on a fait on a mis en place du coup un certain nombre de créneaux dans les 5 prochains jours qu'on a limité du coup à une quinzaine de créneaux au maximum. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, à prendre rendez-vous si ça vous intéresse d'échanger du coup avec moi-même ou Floyd Novak qui est aussi co-directeur et cofondateur d'Ecologica, si vous voulez parler de votre position professionnelle, de votre position en tant qu'étudiant, étudiante aussi peut-être même certainement qui sont présentes ce soir pour voilà, un peu mieux comprendre comment est-ce que vous pouvez vous engager. Donc je remettrai plusieurs fois le lien du coup dans le chat pour que vous puissiez éventuellement vous inscrire et puis du coup qu'on puisse prendre le temps pour en discuter. Du coup, je te repasse la parole, Lucille, pour du coup un peu rééchanger, parce qu'effectivement, on n'a pas totalement fini de dérouler le fil de nos échanges avec Bérangère, Isabelle et Antoine. Donc je t'en prie, je te remercie. Oui, je suis désolée, le timing est un peu court, mais l'idée c'est aussi que cela reste dynamique. Donc j'ai un peu regardé les questions des participants, n'hésitez pas à continuer à en envoyer. Je vais essayer de faire des blocs de questions pour pouvoir réunir celles qui sont assez similaires. Il y a eu pas mal de questions sur déjà finalement en quoi la RSE va contraindre ou contraint les entreprises, alors que finalement tout ce qui est exploitation d'entreprises, paradis fiscaux, les entreprises ont beaucoup de passe-droits et ne respectent pas beaucoup les règles. Et finalement, est-ce que la RSE a une limite par rapport à ça? Donc, on en a plus ou moins déjà parlé, mais peut-être que vous pouvez repréciser pour les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Juridique, donc je me permets de réintervenir là-dessus. Évidemment, on peut percevoir une forme d'incohérence entre, voilà, d'une part imposer à certaines entreprises de conduire du reporting extra-financier, de leur imposer des obligations RSE, de plus en plus contraignantes, et d'autre part, continuer à délivrer des autorisations d'exploitation, je crois que c'est ça dont il était question, pour aller, je sais pas, pêcher de façon déraisonnable, puiser dans des hydrocarbures de façon déraisonnable, etc. Donc évidemment, la RSE et même les obligations, sa traduction juridique ne suffiront pas en soi, du moins à court terme, à réformer, à révolutionner complètement le système économique, socio-économique dans lequel on vit, et dont le droit n'est qu'une traduction. Le droit est une traduction de ce système, et donc la progression des enjeux environnementaux, sociaux, etc., dans l'économie, dans le droit, est très progressive, et on n'est pas encore arrivé au point de bascule où ces enjeux se verront accorder la priorité par rapport à la logique de profit qui vaut à l'échelle d'une entreprise individuelle comme à l'échelle plus globale de la société du marché. Donc, alors certes, il y a cette incohérence. Je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de cette présentation, mais il y a heureusement des leviers pour réduire cette incohérence, et notamment ces nouvelles obligations en matière de RSE qui permettent d'aller chercher la responsabilité d'une entreprise si son comportement est incohérent. Franck, vas-y. Oui, désolé, je reprends Non, tu voulais parler, Franck, pardon. Merci beaucoup, Lucille. Et du coup, merci à toutes les personnes. Là, je vois déjà 3, 6, 7 personnes qui ont pris un rendez-vous. Donc, merci beaucoup du coup pour ça. Et puis, au plaisir de pouvoir échanger avec vous donc, dans les prochains jours. Je vous remets le lien très rapidement. Et puis, du coup, après, je vous laisse parler. Je sais que Bérangère, du coup, voulait parler notamment de la RSE, qui ne daterait pas des années 2000, mais des années 50. Tu voulais rebondir, je te passe la parole, Bérangère. Oui, alors pas tant sur l'histoire de la RSE, mais plutôt sur les rapports entre société et entreprise. Parce que, de nouveau, moi, j'ai la casquette de
personne engagée là dans une certaine radicalité, donc je vais continuer là-dessus. En fait, de notre point de vue, Code Circuit, Licorne et du mien, la RSE, c'est le business as usual. Donc, c'est pas inutile. Parce que voilà, si on a économisé quelques millions de tonnes carbone en organisant du covoiturage, le réemploi, arrêter le plastique, etc., c'est pas inutile. Mais de nouveau, en fait, on reste dans un cadre de business as usual. Dans un discours ou dans un cadre autour du débat sur la science économique qui vise à nous dire il n'y a pas d'alternative dans tous les cas. Donc on peut améliorer les choses à la marge, mais la croissance du PIB est l'alpha et l'oméga de ce que doivent être des rapports économiques. Or, il n'en est rien. Il y a des économistes qui proposent des théories qui sont alternatives. Donc là, en fait, quand la personne a parlé des années 50, ça m'a fait tilt. Je pense à Karl Polanyi notamment, qui est un auteur quand même complexe à étudier, mais il y en a de très bonnes synthèses de fait, qui est un économiste en fait qui nous explique dans les années 50 que tous les rapports économiques ne se placent pas dans un marché concurrentiel. Or, les entreprises qui organisent les rapports économiques dominants du monde actuel, c'est ce qu'elles nous disent, c'est qu'on est dans un marché concurrentiel. Or, non, il existe d'autres rapports basés sur la réciprocité, sur la solidarité, qui peuvent être aussi des rapports économiques. Et or, la RSE, elle nous maintient dans ce cadre business as usual. Donc moi, je vous invite à être un peu audacieux, à changer de lunettes et à penser au-delà de ce cadre où on nous dit il y a rien d'autre à faire. Et en fait, la réalité, c'est qu'il y a aussi des milliers d'initiatives dont on entend très peu parler, mais qui les vivent, ces rapports économiques alternatifs. Et donc, évidemment, moi, je pense là aux petites entreprises à qui l'on rend service, enfin, qui utilisent le service comme circuit, qui sont des circuits courts, qui en fait mettent en lien en direct des producteurs et des mangeurs. Et donc, très concrètement, ils fixent les prix ensemble et les prix sont beaucoup plus justes, par exemple, aux deux côtés de la chaîne. Et on crée ainsi des rapports économiques beaucoup plus justes et qui se situent un peu au-delà de ces rapports de marché concurrentiels dont on nous dit qu'on ne pourrait pas sortir, ce qui est en fait faux. Alors, j'ai peut-être une question, deux questions pour Isabelle notamment. Il y a une question qui a été posée sur est-ce que du coup la RSE c'est possible en micro-entreprise, en start-up, en scale-up? Je vais même aller plus loin avec cette question en disant est-ce qu'on peut créer de l'engagement dans des structures aussi petites qui n'ont pas forcément les moyens, je dirais au départ, de se lancer dans une démarche d'engagement? La réponse est oui, non. Ce que je vais dire par là, c'est que souvent la RSE a été créée pour des entreprises qui n'ont pas été réfléchies de base dans une réflexion de bien commun, d'une certaine manière, et qui est apparue potentiellement la RSE pour se dire comment on va réajuster nos actions, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on prend des structures, alors Bérangère, tu me diras si je me contredis, mais je ne suis pas sûre que vous ayez de la RSE à Code Circuit, typiquement, parce que j'imagine que vous, c'est tellement dans votre ADN de base à la création d'être dans ce travail d'impact que c'est partout. En fait, il n'y a pas vraiment un département qui est dédié à ça, d'une certaine manière. Et du coup, et heureusement que tu as amené la question de cette manière, finalement, Lucille. La question, c'est plus est-ce qu'une petite structure peut être engagée d'une certaine manière? Et dans ce cas-là, elle ne va pas faire elle va pas passer par l'outil de la RSE, on va dire d'une certaine manière, mais une petite structure peut très bien, dans sa création, être engagée, vouloir amener quelque chose dans la société. Et c'est ce qu'on voit sur le territoire lyonnais. Sur le territoire lyonnais, nous, à l'Institut, on aime bien les appeler les petites pousses de la transition, d'une certaine manière. Mais c'est toute la construction de ces alternatives, on va dire. Ça va de
ceux qui lancent des épiceries vrac, du travail sur le compost, des sujets autour du vélo, par exemple. C'est toutes ces initiatives qui partent très souvent d'une personne et qui grandissent un petit peu et qui existent. Et bien sûr, à la base, elles peuvent être dans une volonté de vouloir faire bouger la société. Après, ça dépend aussi comment la personne a posé la question. Il y a la question des structures qui travaillent la RSE, on va dire, d'une certaine manière. Et donc là, on va plutôt être proche d'activités de conseil, d'indépendants, des choses comme ça, et qui vont intervenir au sein d'une plus grosse structure, par exemple. Mais donc, bien sûr que les petites structures peuvent être plus engagées, et c'est en général un peu plus simple d'être engagé, puisqu'il y a moins de personnes autour de la table à faire bouger que dans le cas de très, très grosses structures. Merci. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il ne reste plus que 3 places pour les créneaux de rendez-vous personnels. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et j'ai une question. Alors, on a parlé des petites structures, on va parler des grosses. Du coup, la question, c'était, dans beaucoup d'entreprises, la RSE est associée au département HSE, notamment dans l'industrie. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse est oui, parfois. D'une certaine manière, c'est vraiment une histoire de chaque structure, comment est développé leur département, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà à la base dans la HSE. Est-ce qu'on était sur une HSE assez ambitieuse ou pas? Donc pour moi, c'est plus une histoire de comment c'est découpé. C'est juste que il s'avère que dans l'industrie, il y a tellement de normes et de contraintes de sécurité qu'on a souvent un département HSE. Et comme c'est des pratiques qui peuvent être un peu proches, c'est-à-dire en termes d'un point de vue RH, des profils qui sont potentiellement assez proches, c'est pas rare qu'il y ait une certaine perméabilité sur ça. Après, par défaut, quand on est formé en HSE, on n'est pas forcément formé au sujet de RSE ou d'environnement, par exemple. Ça ne va pas forcément de pair. Pour moi, la perméabilité est surtout sur des profils qui peuvent être assez similaires. Et donc, des fois, on a des personnes qui étaient responsables de HSE. L'entreprise monte un petit peu en ambition sur la RSE. On va créer un département qui est un peu la fusion des deux, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que la frontière peut être un peu floue, des fois. Et finalement, est-ce que ces structures qui fusionnent ces services ne se trompent pas finalement et ramènent la RSE à simplement quelque chose d'économique et pas forcément ambitieux sur le plan environnemental? Ça repart sur cette histoire de est-ce que ça fait bouger le cœur de métier? Et des fois, et en effet, nous, une des grilles de lecture qu'on a pour se dire est-ce que la structure a une RSE ambitieuse, c'est de se dire d'où vient la personne qui est la RSE, d'une certaine manière. Alors, sans faire de grandes vérités générales, il y a quand même un truc où quand la RSE, ça vient de la communication et du marketing, ça n'a pas la même gueule que quand ça vient de quelqu'un qui est du métier, très souvent. Et donc, si je tire un peu ce raisonnement, c'est un petit peu pareil. Des fois, quand ça vient des personnes qui viennent de la HSE, on va rester sur des trucs un petit peu périphériques, mais ça ne va pas toucher ce cœur de métier. Moi, je trouve souvent la RSE, elle fait sens quand les gens qui sont à la RSE, c'est des gens du métier, des gens qui ont les mains sur les sujets principaux, la proposition de valeur de l'organisation et qui vont faire bouger. Ce n'est pas le cas pour toutes les structures. Et encore une fois, on peut trouver des super personnes qui viennent de là comme qui viennent à la RSE et qui ont une vision large des choses, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, ça dit des choses de comment l'entreprise perçoit la RSE, malgré tout. Donc, finalement, pour être dans une structure et faire de l'engagement, il faut avoir une formation engagée. En fait, si on veut une RSE ambitieuse, c'est intéressant d'avoir un bagage derrière pour pouvoir conduire ce virage ambitieux. Et c'est pas facile de faire un virage dans une entreprise. Moi, vraiment, je suis admirative de la patience qu'ont les personnes pour faire bouger les entreprises de l'intérieur, parce que malgré tout, je reste persuadée qu'il faut faire bouger quelques entreprises. Il y a des entreprises qui doivent disparaître, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des entreprises qui, malgré tout, doivent rester. Typiquement, on aura toujours besoin d'entreprises qui produisent de l'énergie. On peut souhaiter une énergie décarbonée, il n'y a pas de souci. Malgré tout, il y aura toujours des entreprises qui vont produire de l'énergie, qui vont produire de l'alimentation, qui vont produire des manières de se déplacer, de la santé, etc. Donc ces entreprises devront continuer d'exister,
comment on fait pour les rendre plus responsables? Et ben, les personnes qui conduisent ces changements au sein des entreprises, c'est un travail de longue haleine, puisque ça demande de faire changer la culture de l'entreprise, ça demande d'avoir souvent beaucoup d'échecs pour une réussite. C'est des retours que j'ai très souvent des personnes qui essayent de faire changer l'entreprise de l'intérieur. C'est vraiment une certaine résilience, une capacité à ne pas perdre le cap. Et ça reboucle un peu avec cette question du dirigeant qui était évoquée par Hélène dans le chat, de se dire est-ce qu'on peut le faire si on n'a pas l'appui d'un dirigeant et une dirigeante. J'ouvrirai la question à, en tout cas, des fois, il faut que la gouvernance aille dans ce sens. Alors du coup, ça dépend de quel est le modèle de sa structure, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une volonté d'aller dans ce sens, qui soit prise de manière globale par la gouvernance de la structure. Et en effet, c'est souvent une condition sine qua non. C'est très dur. En gros, on peut faire des petits gestes en sous-marin, d'une certaine manière. C'est une stratégie qui existe, faire un peu ces petits gestes en sous-marin au sein de la structure, commencer à mettre en place des choses. Mais au bout d'un moment, on est plafonné parce que quand on veut faire finalement de la RSE qui se veut ambitieuse, ça retombe un peu sur ce que disait Bérangère. C'est quasiment impossible de faire de la RSE ambitieuse sans se connecter à l'extérieur, sans travailler sur de la coopération. On atteint un peu un plafond qui fait qu'on est obligé de se connecter à l'extérieur et on est obligé d'inclure de la direction, d'inclure de la politique potentiellement, pour faire bouger les lignes d'une certaine manière. D'accord. D'ailleurs, Bérangère voulait rebondir sur la question des paradis fiscaux et passe-droit des entreprises qui respectent pas forcément les règles. Je te laisse la parole, Bérangère. Oui, mais il y a deux questions en une là, dans la question de cette personne dont j'ai oublié le nom, pardon. En quoi les entreprises respectent les règles, en gros, quelles peuvent être les sanctions. Moi, j'ai pas vraiment creusé le sujet. Ce que je sais, toutefois, là, je m'adresse aux professionnels, aux futurs professionnels qui vous êtes, à savoir que la commande publique, donc les achats par les administrations, qu'elles soient locales ou de niveau d'État, peut être un outil fort approprié avec des critères autour de respect d'engagement RSE et d'indicateurs. Donc voilà, si certains d'entre vous se retrouvent à des positions de décision sur de la commande publique, ça peut être une piste. Et après, je rebondis sur la première partie de la question était quid des paradis fiscaux, etc. Toutes les logiques d'optimisation fiscale et d'autres pratiques de conditions de travail, par exemple, qui vont être très porteuse de souffrance, etc. La gouvernance d'une entreprise va pouvoir aider à donner un cadre et éviter que le projet déraille sur des pratiques complètement non éthiques, voire dangereuses ou criminelles. Bon, je reprends un dernier exemple. Après, je parle plus du tout parce que je vois bien que je suis très longue. Mais par exemple, je prends parce que alors, il y a Twitter. Twitter est devenu X en une semaine. C'est une plateforme aussi. Ça appartient à l'économie de plateforme. Donc, on est quand même sur un projet où des millions de personnes partagent des millions de données. Et Twitter était une entreprise très centralisée, une plateforme très centralisée. En quelques jours et une poignée de dollars, un seul humain a pu transformer le projet à la base de cette entreprise. Il faut bien se dire dans quel modèle, dans quelle structure s'inscrivent quand même une grande partie des entreprises qui font transiter le plus d'argent sur cette planète. Donc voilà, ça c'est Twitter. En quelques jours, on peut changer, un homme seul avec des milliards peut changer du tout au tout le projet de cette entreprise. Par exemple, Elon Musk, s'il arrivait sur la technologie libre Open Food Network, donc qui permet à notre plateforme de fonctionner, en fait, il ne pourrait rien faire. Il pourrait mettre des milliards, mais il ne pourrait rien faire. Il ne pourrait pas changer l'éthique de Cop Circuit parce on s'inscrit dans l'économie des communs. Et donc, on est sur un projet qui est profondément décentralisé et partagé. Et ce sera mon dernier mot parce que je veux vraiment insister là-dessus. En réalité, si on a un peu d'imagination et d'audace,
on en est loin, nous les premiers, mais la coopération est vraiment plus puissante que la compétition et peut nous amener sur un chemin de survie de l'espèce, voire de joie de vivre et de convivialité dans un monde harmonieux et en paix. Merci pour ces belles paroles, Bérangère. Je te laisse la parole, Franck, pour nous dire où est-ce qu'on en est. Mais du coup, je viens d'envoyer un message. Effectivement, on a atteint les 15 inscriptions pour échanger du coup sur vos projets professionnels, projets de formation autour de la transition écologique. Donc, avec plaisir pour échanger dans les prochains jours avec vous, personnellement, pour vraiment vous aider à vous engager. Et puis, du coup, merci aussi pour les éclairages, autant d'Antoine, de Bérangère et d'Isabelle sur les dernières questions. Moi, ce que je voulais rajouter, c'était effectivement aussi cette notion de se dire que, notamment à Ecologica, on est vraiment axé sur les structures qu'on appelle les structures de la transition, donc qui sont à l'instar de Coop Circuit, des structures qui sont plutôt dans une économie où on n'est pas sur de la compétition, mais sur de la coopération. On est sur de l'économie sociale et solidaire, donc avec des structures qui intrinsèquement sont à vocation sociale et environnementale avant d'être à vocation de profit. Et donc du coup, c'est ce qui fait quand même une bonne différence. Et je pense que c'est Isabelle qui le disait tout à l'heure sur l'aspect finalement, est-ce qu'on intègre ça finalement vraiment dans l'âme de la structure économique, la RSE, ou en tout cas la volonté d'avoir vraiment un impact, ou est-ce que du coup c'est plus quelque chose qu'on rajoute par-dessus et sur des externalités négatives, et vraiment dans cette idée de se dire que l'activité est construite autour de cette intention-là plutôt que de réorienter, même si du coup c'est vrai que c'est très intéressant aussi ce qu'Antoine a pu rapporter sur son expertise, sur le champ de comment la RSE finalement évolue aujourd'hui et comment est-ce qu'elle permet d'aller plus loin sur les réformes. Et comme moi j'ai pu le partager, notamment avec la notion d'entreprise à mission qui permet ça, qui permet pour les entreprises volontaires de s'engager plus aussi effectivement pour essayer vraiment d'avoir un impact à travers leur activité, à travers leur modèle économique, au-delà de juste réduire les externalités négatives, et comme Isabelle le disait, de pouvoir polluer mais en payant, et donc de se dire au lieu de revenir je prends cet exemple de la consigne de bouteilles, mais au lieu de se dire ok, on revient à la consigne parce que finalement ça consomme moins d'énergie, ça pollue moins, on se dit ok, en fait on va pouvoir payer pour se dire oui, mais regardez, c'est recycler, ou en tout cas on fait de la compensation parce qu'on continue à planter des arbres là-bas, et en fait ce qu'il faut, c'est avant tout réduire la consommation et la pollution avant de se dire on peut continuer mais on va essayer de compenser, parce que c'est pas dans ce sens-là qu'on va avoir l'impact le plus efficace. Voilà, je voulais juste dire ça très très rapidement. Et absolument, oui, je viens de voir aussi des places supplémentaires, oui, seront proposées. On reverra de toute manière un mail aux personnes qui participent au webinaire pour leur... Du coup, au-delà des 5 jours qui ont été prévus pour exceptionnellement ce webinaire, du coup, on reviendra avec d'autres propositions de créneaux dans les 2 prochaines semaines, potentiellement. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à en parler avec des personnes, parce que c'est pas facile de naviguer au sein des formations, de comprendre la RSE, surtout quand vous débutez, quand on débute, on peut vraiment se perdre. Et donc voilà, n'hésitez pas à en parler à des personnes, alors que ce soit Ecologica, que ce soit l'Institut de Transition, il y a plein d'autres espaces pour essayer de naviguer au sein de ça. Et la RSE est peut-être un des métiers les plus visibles, en tout cas dans les entreprises, mais il y a plein de postures différentes si vous voulez œuvrer en fait à un monde plus écologique et solidaire, d'une certaine manière. J'aurais pas pu dire mieux. Merci pour ce mot de la fin. Je vous remercie tous de votre participation, merci à nos intervenants, merci aux participants, et j'espère que vous avez passé un très bon webinaire en notre compagnie. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt, j'espère. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous.